Merci à tout le monde d'être là. On va aujourd'hui, je vais aurai quelques petits mots de bienvenue pour justement mettre la table. Après ça, rapidement, on va parler de la stratégie de Montréal au sein de la communauté métropolitaine de Montréal quant à la gestion des ordures ménagères. On va faire un petit retour sur le projet, donc spécifiquement les paramètres du secteur de Crawford Park. Et ensuite, on pourra vous présenter l'équipe de Nature Action Québec, qui est notre partenaire, notre mandataire finalement, pour vous aider dans cette transition. Et après ça, on pourra entamer des discussions, partages, échanges sur le sujet qu'on pourrait avoir. Je vous demanderai de peut-être attendre la fin si vous avez des questions un peu d'ordre général. On pourra y venir. S'il y a vraiment des questionnements qui viendraient sur des éléments spécifiques à la présentation, notamment au début, sur la stratégie, justement montréalaise, etc. On pourra peut-être attendre la fin de cette section pour les adresser. Euh, pour vous souhaiter la bienvenue, je vais passer le micro à Madame Kayla Monroe, conseillère d'arrondissement à Verdun, évidemment, du district des marchés Crawford. Sans plus attendre, Kayla, je passe le micro. Merci beaucoup, Monsieur Cavin. Je suis ici en tant que mairesse suppléante ce soir pour Marie-André Mauger qui est au conseil municipal en ce moment. Donc, premièrement, merci pour votre présence et si vous écoutez en vidéodiffusion, merci pour l'écoute. Merci de vous connecter puis d'être là pour entendre l'intention derrière cet espacement de collecte puis aussi des trucs et astuces sur comment le réaliser. Donc, toute l'équipe vous a préparé ce soir des bons conseils, puis des informations du genre, mais on voulait vous dire au niveau du cabinet puis de l'équipe politique qu'en fait, la collecte de compost et de recyclage va demeurer. Donc ça répond beaucoup à des préoccupations qu'on a entendues dans les dernières semaines lors des différentes annonces. Puis, l'idée globale, c'est de détourner des matières qui sont valorisables pour l'environnement. Donc, quand on pense à notre recyclage, quand on pense au compost, c'est des déchets qui vont être pouvoir détourner de l'enfouissement, puis qui vont être pouvoir utilisés à différentes manières. On va en entendre plus davantage. Il y a plus que 60 municipalités de la CMM, donc de la communauté métropolitaine de Montréal, qui ont déjà fait l'espacement de collecte. Alors, nous, on arrive dans cette mouvance-là. Puis, nos matières organiques vont être traitées au centre de biométhanisation à Montréal-Est dans le courant de l'année prochaine. Alors, on a entendu beaucoup de nouvelles hier, 21 octobre, sur le nouveau centre de compost montréalais. Donc, le premier compost montréalais existe depuis hier, si on peut dire. Mais encore là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis à Verdun, tout ce qu'on va réussir à détourner de l'enfouissement, donc nos matières compostables vont dans le courant de 2025, être traitées au centre de biométhanisation. Alors, il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Je vais céder la parole, puis encore là, vous remercier de vous connecter, puis de vous informer pour qu'on puisse travailler ensemble et collaborer pour la suite au nom de la mairesse Marie-André Mauger de l'arrondissement de Verdun. Merci. Je vous retourne la parole. Merci, Madame Monroe. Sans plus attendre, après cette très bonne introduction, je vais passer la parole à Monsieur Guillaume Devin-Duclos, qui est conseiller en planification au service de l'environnement de la ville de Montréal, pour nous parler un peu justement de la stratégie montréalaise au sein de la CMM. Monsieur Devin-Duclos, quand vous voulez. Mathieu, bonjour tout le monde. Donc oui, bref présentation pour expliquer en fait d'où ça vient en fait ce projet-là, puis en fait quelques résultats qu'on a eus en fait dans les dernières années à Montréal pour ça, parce que c'est un projet qu'on étudie déjà depuis quelques années. Donc, comme Mme Monroe l'a dit, l'idée en fait derrière ça, l'idée principal derrière ça, c'est qu'on souhaite détourner en fait un maximum de matière de l'enfouissement. Matière qui ne devrait pas se retrouver à l'enfouissement puisqu'ils ont des voies de valorisation. Et donc, même si on parle souvent, en fait, on entend souvent dire qu'environ la moitié du sac d'ordures ménagères des Québécois est constitué de Montréal aussi constitué de matière organique. Ben,
essentiellement, vous pouvez le voir, là, finalement, 50% des matières sont éliminées, alors que finalement, 95% du stack pourrait être valorisé. On parle de 50% matière organique, 95% total qui pourrait être valorisé. Et donc, Mathieu, tu peux passer. Je ne sais pas, oui, OK. Oui. Donc, ça marche. Donc, dans les dernières années, dans les 10 dernières années, la Ville de Montréal a bonifié de façon importante les différents services de collecte que vous avez, qui ont été mis en place pour les citoyens. Vous le savez, vous avez accès aux collectes d'ordures ménagères, bien entendu, mais vous avez maintenant aussi accès à la collecte des matières recyclables, collecte des matières organiques, résidus alimentaires, collecte des résidus verts. Vous avez aussi collecte des résidus CRD, construction, encombrants. Bref, il ne faut pas percevoir la réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères comme une diminution de service, mais en fait une optimisation de nos services. Parce que ça coûte très cher transporter nos matières et les enfouir, en plus du coût environnemental. Et donc, cette mesure-là, en fait, on veut juste bonifier, disons, c'est ça, optimiser l'offre de service qu'on a actuellement. Prochaine diapo. Donc, on l'a dit, l'espacement de la collecte d'ordures ménagères, c'est une pratique courante. On parle dans la CMM, en fait, près du 3/4, en fait. Les municipalités de la CMM ont des pratiques pour la collecte des ordures ménagères qui est, en fait, aux 2 semaines, voire plus. On parle de la CMM, mais si vous avez voyagé un petit peu au Québec, vous savez aussi que c'est une pratique qu'on retrouve un peu partout au Québec et en fait un peu partout aussi en Amérique du Nord. C'est pas une pratique qui est particulière ou qui est de nouveauté à Montréal. Donc, on souhaite vraiment se réduire la réduction à la source des matières résiduelles, augmenter la participation. On va le voir, j'ai quelques chiffres pour vous tantôt pour vous montrer en fait depuis qu'on a implanté la mesure à Mercier-Chagrin-Maisonneuve, qu'est-ce qu'il y en est de l'impact sur la génération d'ordures ménagères et sur la participation à la collecte des résidus alimentaires. Donc voilà, encore la même chose. En fait, en 2020, 62 municipalités sur 84 étaient espacées pour la collecte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mesure-là n'est pas seulement une volonté de Montréal d'optimiser en fait ses collectes, d'avoir une meilleure performance pour sa gestion de matières résiduelles, mais c'est aussi une exigence, en fait, de la communauté métropolitaine de Montréal qui a adopté récemment son nouveau plan métropolitain de gestion de matières résiduelles. Et dans ce plan, elle indique que tous les territoires de la CMM devront offrir la collecte des ordures ménagères au maximum 26 fois par année, donc une fois aux 2 semaines, d'ici le 31 décembre 2027. Donc, finalement, Verdun est un des premiers territoires à Montréal. Il y en a quelques-uns déjà, mais peut-être partie des premiers qui vont pouvoir, en fait, se targuer de dire qu'ils respectent cette exigence. Donc, rapidement, j'ai encore quelques petites diapos pour vous, mais pas longtemps. Je vous ai dit que j'avais des chiffres pour vous. On travaille depuis 2020. En fait, déjà, les premières discussions ont été entamées en 2020. 2021 pour mettre en place un projet pilote dans Mercier-Chagrin-Maisonneuve pour voir concrètement à Montréal qu'est-ce que ça donnait en fait d'espacer la collecte, de mettre la collecte des ordures ménagères aux 2 semaines. Et c'est tout beau, tout chaud, ces résultats-là. Là, c'est un rapport préliminaire. On fait un suivi constant du projet déjà depuis 2022. Et ça, c'est des chiffres qu'on vient d'avoir, en fait, qui ont été mis à jour cet été. Donc, on peut voir que les quantités d'ordures ménagères ont substantiellement diminué depuis le projet. Donc, la première année où on a implanté en fait la collecte des ordures aux 2 semaines, on a enregistré déjà une diminution de 13% de la génération de matière d'ordures ménagères. Et depuis 2022, en fait, les quantités de matière qui sont d'ordures ménagères qui sont générées continuent en fait de diminuer. Donc, depuis 2022, c'est une baisse de près du quart en fait des matières, on est à 23%. Et bien entendu, on veut avoir des arrondissements témoins parce qu'il peut y avoir des variations liées aux conditions économiques, à la météo, etc.
Et en comparaison avec les arrondissements témoins, on le voit, il y a aussi une diminution, ce qui est très bien, on est content, mais il y a vraiment une différence importante entre les territoires qui sont espacés et ceux qui ne le sont pas. Ensuite de ça, pour l'évolution des quantités de résidus alimentaires, on a été très content aussi. On a enregistré une hausse vraiment importante des quantités de résidus alimentaires collectés. Et donc, on peut voir, en fait, depuis 2022, dans le secteur, un des secteurs du projet pilote, c'est celui qui est là, qui est implanté depuis le plus longtemps, en fait, c'est 34% de plus de matières qui sont collectées. Et si on regarde avec les arrondissements témoins, et ça, c'est pas une bonne nouvelle, les quantités ne progressent pas depuis 2022. On est vraiment, c'est les mêmes quantités. Donc, on attribue vraiment, en fait, la performance à la mesure, en fait, d'espacement. Et c'est pas surprenant, en fait, c'est que les odeurs, en fait, les nuisances qu'on peut enregistrer par rapport à une fréquence de collecte aux 2 semaines, ils sont liés directement à nos matières organiques et cette collecte-là reste à chaque semaine. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il va y avoir des nuisances si on fait un tri comme il faut à la source. Voilà, c'est un peu ce qu'on a appris dans les dernières années. Merci, merci Guillaume. Je pense que ça illustre très bien effectivement l'impact que peuvent avoir des mesures comme l'espacement des collectes, comme ça a été le cas. Donc, espérons, en fait, on est certain que Verdun fera suite sans rentrer dans une compétition inter-arrondissement, évidemment. Mais je pense qu'on a tout le matériel propice pour aussi justement contribuer à cette revalorisation de certains déchets. Merci. Écoutez, pour continuer, je passerai la parole à Madame Frédérique Beaulieu, qui est agente technique en environnement à l'arrondissement de Verdun. Madame Beaulieu. Merci Mathieu. Bonjour, bonsoir à vous. Je vais vous présenter grosso modo comment ça se déroule à Verdun. Mathieu, tu peux y aller. Ouais. Alors, première des choses, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'espacer la collecte à Verdun, puis pourquoi dans le Crawford plus précisément? Bien, tout d'abord, ça fait déjà plusieurs années que la réfection est entamée à l'arrondissement de Verdun et ça fait partie, le projet d'espacement fait partie de notre contrat qu'on a actuellement pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Donc, ça fait partie de ça, donc on doit l'appliquer. Puis cette inclusion-là dans le contrat fait suite, comme je disais, aux réflexions, mais aussi aux obligations qu'on a. Donc, d'ici 2027, tout le monde de la CMM va devoir espacer la collecte. Donc, on voulait déjà s'y mettre, donc commencer dans le Crawford. Et pourquoi justement dans le Crawford? Bien, c'était l'endroit parfait pour débuter. Parce que d'abord, les bacs sont déjà présents dans le quartier, donc ça, il n'y aura pas de nouveauté pour ça. On n'a pas non plus d'enjeu notoire de propreté, donc on n'a pas de quartier chaud comme on peut avoir ailleurs, donc c'était un bon début. Et on a aussi une densité qui est similaire là, aux autres villes de la CMM où l'espacement de la collecte est déjà en place et où ça se passe très bien. Donc c'est pourquoi on a décidé d'y aller avec le Crawford. Qu'est-ce qu'on fait à l'arrondissement pour vous accompagner dans ce changement d'habitude? Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile là, de devoir changer nos habitudes comme ça. Donc, l'arrondissement, on veut vraiment être là pour vous donner le plus d'informations possible, puis de vous donner le plus de ressources pour que ça soit le plus simple. Donc, d'abord, c'est sûr que la communication, c'est la base. Donc, vous êtes parmi nous parce que vous avez reçu un premier avis et on en a plusieurs là, qui s'en viennent, d'ailleurs, un prochain la semaine prochaine, pour vous faire un rappel, vous donner un peu plus d'informations, puis une trousse là, avec vraiment des dépliants que vous allez pouvoir conserver pour vous aider lorsque vous ne savez plus quoi va où, vous allez pouvoir les consulter. Vraiment dans le but d'améliorer vos pratiques de tri. On a aussi publié un article sur le site web de la Ville de Montréal où vous allez avoir tous les détails. Puis on a une belle section questions-réponses. Si jamais vous avez des inquiétudes, il y a déjà des réponses qui sont là-dessus que vous pouvez consulter. Si vous oubliez aussi, vous pouvez aller là. On vous a aussi distribué un calendrier des collectes
Donc, c'est un très bel outil que vous pouvez coller dans votre porte d'armoire pour justement savoir est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine que je dois sortir mon bac. Donc, on vous a produit ça. Et d'ailleurs, si vous le perdez, inquiétez-vous pas, vous pouvez le trouver sur InfoCollect, donc le site que vous utilisez là, pour connaître vos collectes normalement. Il y a un lien vers le calendrier et vous pouvez aussi le retrouver sur le site web donc, qui est publié pour le projet. Et ben, comme vous savez, ben, on vous organise aussi cette séance-ci pour vous permettre là, de poser vos questions puis pour qu'on puisse répondre à vos inquiétudes. C'est bien beau la communication, mais c'est aussi intéressant de pouvoir avoir quelqu'un vraiment qui vient vous aider, qui est disponible pour répondre à vos questions. Donc, c'est pour ça qu'on a fait affaire avec notre partenaire de longue date, Nature Action Québec, qui est très bon dans la gestion des matières résiduelles, qui vous connaît déjà parce que c'est eux qui s'occupent de la maison de l'environnement. Donc, on leur a donné le mandat de vous accompagner. Donc, leur mandat se décortique en quelques activités. Donc, on leur a demandé déjà en amont de contacter les commerces puis les institutions du quartier, pardon, pour justement s'assurer que tout est beau, que l'information a été transmise, qu'on réponde aux inquiétudes avant que ça commence. Donc, ça, c'est déjà commencé, puis ça suit son train. Nature Action Québec a aussi une ligne téléphonique et une adresse courriel qui est activée depuis cette semaine. Vous allez avoir les informations dans l'avis qui va vous être distribué, mais vous les avez déjà ici, si jamais vous voulez déjà les noter. Puis ils sont là pour répondre à vos questions. Vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à téléphoner en tout temps ou à écrire un courriel. Ils sont là pour ça. Nature Action Québec va aussi être présent sur le territoire au moment de l'espacement pour aider les citoyens qui ne sauraient pas trop, donner des avis de courtoisie pour les gens que c'est un petit peu récurrent, là, qui ne sortent pas leur bac aux bonnes dates. Puis ça, c'est super intéressant. Donc, ils offrent aussi un accompagnement personnalisé à domicile. Donc, vous avez besoin d'aide vraiment pour l'organisation de vos bacs à la maison. Vous souhaitez avoir plus d'informations, puis vous avez besoin de tout ça, c'est disponible. Donc, vous pouvez les contacter. On veut vraiment vous donner tous les outils là, pour que ça se passe bien. Ce qu'on fait aussi pour la propreté, parce que ça fait partie souvent des inquiétudes qu'on a, là, est-ce que mon quartier va devenir sale avec tout ça? Bien, sachez qu'à Verdun, c'est vraiment une priorité d'arrondissement la propreté. D'ailleurs, on s'est doté cette année d'un plan propreté qui est unique à la Ville de Montréal par son envergure. Donc, on va vraiment loin là, dans ce plan-là. On a plusieurs actions qui sont concrètes qu'on met en place par nos équipes aux travaux publics. On va évidemment avoir, comme je vous mentionnais, Nature Action Québec sur le terrain, mais on va aussi avoir des inspecteurs là, qui vont s'assurer que s'il y a des endroits qui ont tendance à devenir sales, on va les relever, puis on va mettre en place les mesures nécessaires là, pour que le quartier demeure propre. Donc, pour Verdun, c'est ce que j'ai à vous présenter. Donc, dès le 4 novembre, l'espacement de la collecte qui arrive dans votre quartier. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on est là pour vous accompagner. Merci, Madame Beaulieu. Parfait. Bah, écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, gardons-les pour la suite, pour les détails. Comme ça, on pourra tous échanger sur le sujet en plénière. On va terminer cette présentation dans notre justement, on a entendu parler de Nature Action Québec, qui sont là pour vous. Donc, je passerai la parole à Madame Romy Técher, qui est chargée de projet à Nature Action Québec et qui nous accompagne sur plein de projets, dont celui-ci. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci Mathieu pour l'introduction. Je suis chargée de projet chez Nature Action Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'accompagner les gens, les entreprises et les municipalités dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Et notre équipe est là pour vous accompagner dans les changements d'habitude qui t'en viennent avec l'espacement de la collecte des ordures ménagères dans le secteur Crawford Park à Verdun. Pour nous, il est important d'aborder la question de la gestion des matières résiduelles en favorisant l'approche des 3 RV. Et non, je ne pense pas ici à 3 de vos oncles qui s'appellent Hervé, c'est pas ça. C'est vraiment les verbes réduire, réutiliser, recycler, valoriser. Vous les avez sûrement déjà entendus. Je vais commencer par tout ce qui est réduire à la source. On peut déjà
commencer par se questionner sur la manière de consommer et parfois tenter de refuser. Cet article, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que je peux refuser ce produit jetable? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits justement pour réduire les produits plastiques à usage unique dans les commerces et les restaurants pour nous aider là-dedans. Est-ce que je peux trouver le même produit avec moins de suremballage? Même si je ne le trouve pas en vrac, ben, je peux peut-être regarder des portions moins individuelles, plus grosses. J'aime bien donner l'exemple justement des pots de yogourt là qu'on voit sur l'image. Par exemple, le gros pot de yogourt en plastique polypropylène numéro 5, qui est vraiment mieux recyclé que les petits pots de yogourt en plastique numéro 6, qui vont souvent aux ordures ménagères. Mais gardez en tête que le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas finalement. Pour réduire à la source, on peut aussi favoriser l'utilisation de produits réutilisables. Donc, vous connaissez très certainement, c'est ça, l'utilisation des sacs à collation en tissu, les ustensiles, les contenants lavables réutilisables, les gourdes réutilisables. Et peut-être que vous connaissez moins les produits d'hygiène réutilisables. À Verdun, l'arrondissement encourage l'achat et l'utilisation des produits d'hygiène menstruels réutilisables et de couches lavables par un programme de subvention. Pour en savoir plus, vous pouvez faire une demande en ligne sur le site de la Maison de l'Environnement de Verdun. Il y a toutes les informations, puis vous pourrez aussi cliquer sur les petits liens dans la présentation que vous aurez plus tard. Réduire à la source, c'est aussi favoriser la réutilisation des objets pour leur donner des deuxièmes, troisièmes vies. Donc, favoriser le réemploi. Il y a tout un tas d'organismes et même des collectes à domicile qui sont réalisées pour des objets que vous ne voulez plus. Puis, il y a plusieurs personnes aussi qui ont le bon réflexe d'aller sur Marketplace, pour ne pas nommer, pour pouvoir redonner une deuxième vie aux objets. Donc, on encourage ça pour finalement réduire l'achat de produits neufs. On peut aussi penser à faire des échanges avec son entourage, des petites idées comme ben, je peux faire, j'ai un cadeau à faire, tiens, est-ce que j'ai un petit trésor chez moi que j'utilise plus? Donc, c'est toutes des petits réflexes à avoir que nous, on encourage tout le monde à avoir finalement. Puis on peut aussi s'amuser, apprendre à réparer les objets, apprendre à coudre, plein de compétences à avoir et en même temps en favorisant une durée de vie d'objets plus longue. Donc, il y a une image des éco-centres parce qu'on sait qu'il y a ils récupèrent plein d'objets qui vont être destinés au réemploi. Je ne vais pas revenir sur le pourcentage des matières dans notre stack d'ordures ménagères typiques, mais ça, comme à peu près la moitié est des matières organiques, environ 20% matières recyclables, 20% résidus de construction et encombrants. Donc ça veut vraiment dire qu'en participant aux autres collectes, on peut faire la différence, puis finalement réduire la taille de notre sac d'ordures ménagères. La ressource numéro 1 qui est toujours à jour pour ça, c'est vraiment la page web InfoCollect. Vous y allez, il y a l'adresse qui est juste ici. Vous inscrivez votre code postal, votre numéro de rue, puis il y a toutes les collectes qui passent à domicile qui sont maintenues pour vous. Là, j'ai mis les dates qui concernent le secteur Crawford. Donc, participer aux autres collectes, notamment devenir pro du bac brun. Il y en a plein d'entre vous, je pense, qui le sont déjà. Mais un petit rappel, déjà pour être pro du bac brun, il faut être équipé. Un bac de comptoir de 7 litres, bac brun de 45 litres pour beaucoup, qu'on peut demander à la Maison de l'Environnement de Verdun. Appelez-nous pour vérifier les stocks. Vous avez juste à vous présenter avec une preuve de résidence. Et pour ceux qui sont dans des plus gros immeubles ou qui sont des commerces, industries, institutions, bah, il y a des plus gros bacs qui sont aussi sur demande disponibles au 3 à 1. Puis sachez que bah, une grande partie des bacs de recyclage ou de bacs bruns sont réparables. Les couvercles, les bouchons, certaines roues, il y a plusieurs parties qui sont réparables et donc vous pouvez faire vos demandes de réparation au 3 à 1. Pour rappel, qu'est-ce qu'on peut déposer dans le bac brun? Tout ce qui est résidu de table, finalement. Pensez, tout ce qui va sur la table, qui se mange, va aller dans le bac brun. Euh, Aussi, des choses où on pense moins, par exemple, les boîtes de nourriture en carton très souillées ou en bois. Je pense par exemple à la boîte de carton de pizza.
Les vaisselles en carton très souillées ou en bois, les papiers mouchoirs aussi, la saison des rhumes est lancée. Donc ça va tout au bac brun et ça libère un peu notre sac d'ordures ménagères. Puis, il y a plusieurs items ici. Vous aurez toutes ces informations-là dans les dépliants, dans la trousse qui va être envoyée. Plusieurs items qui n'y vont pas. Je rappelle les litières, question on nous pose souvent, ils ne vont pas là. Les couches et les vaisselles et contenants en plastique compostables ou non. Enfin, quelques astuces pour devenir pro du bac brun. Toujours bien fermer le couvercle du bac de comptoir et du bac brun pour éviter finalement les mouches et la faune intrusive. Entretenir le bac en le lavant régulièrement, c'est plus agréable pour vous finalement, avec des produits simples, écologiques le plus possible ou du vinaigre tout simplement. Alterner entre matière humide et matière sèche, pareil, ça aide à réduire les odeurs. Donc, matière sèche, ça peut être du papier journal, du papier brun, des mouchoirs, des boîtes à œufs. Euh, Envelopper, pour réduire les odeurs, puis les petites mouches, on vous conseille d'envelopper les restes de viande, de poisson, etc., dans du papier journal ou du petit papier brun. Puis, si ça vous incommode, vous pouvez aussi le mettre au congélateur. Ça prend pas beaucoup de place. Et puis après, vous le mettez dans le bac au moment de sortir le bac pour la collecte. Euh, c'est sûr qu'on vous demande de privilégier l'utilisation des sacs compostables en papier, mais il y a tout un tas de possibilités. On peut mettre les choses à même le bac, le petit bac aussi. Et bien sûr, on sait que les odeurs peuvent être quelque chose qui vous préoccupe. Le bicarbonate de soude, pour ça, c'est une bonne solution pour neutraliser les odeurs. Pour tout ce qui est les petits rongeurs, ratons laveurs, etc., on vous conseille de mettre de longs gants à base de camphre autour du bac. Donc là, par exemple, tout ce qui est produit pour la toux, Tiger Balm, etc. Euh, Bien sûr, ben, pour éviter que ça sente trop mauvais, ben, on vous conseille de stocker le bac brun dans un endroit frais. C'est sûr qu'à la chaleur, au soleil, ben, ça va macérer plus rapidement et sentir mauvais plus vite. Et finalement, pour réduire les odeurs, encore une fois, et aussi pour garder une certaine routine, bah, n'hésitez pas à sortir le bac brun à chaque collecte, même s'il n'est pas plein. Petit rappel pour votre secteur, le dépôt entre 19h et la veille et 7h le jour de la collecte, qui est le lundi. Bien sûr, devenir pro du bac brun, c'est une bonne chose, mais on vous encourage toujours à trier, récupérer pour recycler. On a des bacs pour ça, une collecte pour ça tous les lundis aussi. Donc, c'est une collecte qui est quand même bien connue. Toujours papier et carton qui vont dans notre bac de récupération. Le plastique, rincé idéalement. Le métal, rincé aussi. Le verre, rincé. Pourquoi? Parce que ça limite finalement tout ce qui est développement de moisissures et qui est moins agréable pour les travailleurs après qui manipulent ces matières. On vous conseille aussi de réunir les plastiques souples dans un seul sac noué, plus facile à gérer pour tout le monde. C'est ça, la collecte, c'est en même temps que la collecte du bac brun. C'est chaque lundi, dépôt entre 19h et 7h le jour J pour votre secteur. Un petit rappel pour les autres matières. Donc, à domicile ont toujours lieu la collecte des encombrants et résidus de construction, rénovation et démolition. Alors, cela, c'est plutôt le premier et troisième vendredi du mois pour votre secteur. Petit rappel, les matières acceptées pour les encombrants, c'est plutôt ceux qui sont non rembourrés. Donc, en fait, tout ce qui est matelas, produits rembourrés, etc., ne sont pas acceptés. Eux, ils vont aller pour la collecte des ordures ménagères. Euh, les appareils électroniques, appareils de réfrigération, climatisation, etc. ne sont pas acceptés non plus. Les résidus domestiques dangereux. Bah, en fait, tous ceux-là qui ne sont pas acceptés, finalement, j'en parle juste après où est-ce qu'on les met finalement. Mais ici, c'est pour rappel finalement que cette collecte-là est quand même importante. Puis on sait qu'elle est utilisée à des temps de l'année bien spécifiques, notamment, je pense, à la période des déménagements et des moments des travaux. Donc toute cette information-là, vous l'aurez dans la trousse et aussi dans cette présentation qui vous sera rendue disponible.
Et bien sûr, la collecte des résidus verts à domicile, tous les lundis aussi. Alors ça, c'est une collecte saisonnière de la mi-avril, puis cette année jusqu'au 2 décembre. Donc là, c'est accepté dans des contenants, boîtes en carton, contenants rigides ou sacs en papier compostable. Donc ça va pas dans la collecte des résidus alimentaires. Donc là, sont ramassés tout ce qui est feuilles mortes, copeaux, herbes coupées, petites branches avec un certain petit diamètre, résidus horticoles, résidus du potager pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et où déposer les autres matières finalement qui vont pas aux collectes à domicile, par exemple à l'écocentre. Le plus proche de votre secteur, c'est celui sur la salle, c'est celui de la salle, pardon, 72 rue Saint-Patrick. Et les matières acceptées, là j'ai juste mis les matières finalement qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas dans les autres collectes, sont appareils de réfrigération, congélation, climatisation, contenant des halocarbures, donc des gaz qui peuvent être dangereux pour l'environnement. Tout ce qui est gros électroménager sont aussi collectés en écocentre. Les articles destinés au réemploi, des vieilles bottes, des choses comme ça. Bon, pourquoi je cite les bottes? Je sais pas, j'ai ça en tête. Des meubles rembourrés, donc tout ce qui est avec des sofas, des matelas, etc. Ça va aller à l'écocentre. À savoir aussi, l'écocentre de la salle accepte les plastiques de type polystyrène, des pneus de vélo, chambre à air, pneus d'automobile, terre non contaminée, pardon. Et les résidus domestiques dangereux. J'ai un petit encart spécial pour les résidus domestiques dangereux. Donc ça, on les reconnaît parce qu'ils ont plusieurs petits logos sur les emballages qui indiquent qu'ils peuvent être toxiques, nocifs, corrosifs pour la santé, pour l'environnement. Donc tout cela, on peut les amener aux écocentres. Euh, l'image, elle liste par exemple les ampoules, les batteries, les grosses batteries, les huiles, les peintures, les petites batteries, les grosses batteries finalement, les produits plutôt toxiques finalement. On vous recommande d'éviter d'en accumuler des grosses quantités, surtout que parfois les produits peuvent interagir entre eux puis augmenter certains risques, notamment de la prise de feu. Et de rechercher, si vous le pouvez, des produits avec moindre risque, notamment par exemple pour le ménage, si on peut utiliser des solutions plus écologiques. Un rappel ici, la Maison de l'Environnement de Verdun recueille aussi certains rebuts finalement, des collectes de petits électroniques, des batteries, des crayons usagés, des lunettes usagées et des cartouches d'encre. Donc on est au 673 Première Avenue au niveau de la mairie de l'arrondissement. Et il y a aussi une initiative citoyenne qui s'appelle Au-delà du bac, mini-centre de tri, qui a été montée par le collectif citoyen Demain Verdun, qui a lieu chaque deuxième samedi du mois au centre communautaire Marcel Giroux et qui prend certains autres déchets comme les bouchons de liège, les téléphones, les lunettes aussi, plusieurs types de déchets, même les filtres Brita par exemple. Allez voir leur Facebook ou leur site web, il y a le détail des informations. Enfin, je vais conclure. Trucs et astuces pour bien se préparer à la nouvelle modalité de collecte des ordures ménagères. Ben, vous avez reçu par la poste un calendrier de collecte. Gardez-le tout proche parce que c'est sûr que ça va prendre de mettre en place une routine. Ou bien mettez-le à vos agendas téléphoniques et autres. Parlez-en avec les personnes qui partagent vos bacs. Parfois, ça a l'air logique, mais si on est plusieurs à utiliser le même bac, ben, on sait qu'est-ce qu'on y met puis quand est-ce qu'on le sort. Ne pas hésiter à déposer vos autres bacs à chaque collecte, même s'ils ne sont pas pleins. Et s'il vous manque des bacs, faites-en la demande ou les faire réparer pour cette période-là où il va y avoir un changement. N'hésitez pas, puis posez-nous vos questions à Nature Action Québec. Un petit rappel en rouge ici, prochaine collecte des ordures ménagères, ça va être le 28 octobre. Et donc, comme le début, c'est le 4 novembre, c'est la date à retenir où il n'y aura pas à les mettre. Et donc, la prochaine après, c'est le 11 novembre. Si vous avez un doute sur le tri, vous avez tous les dépliants qui vous sont envoyés dans la trousse et vous avez aussi des outils en ligne. Savaou, c'est une bonne application avec des conseils pour adopter des bonnes habitudes au niveau de la gestion des matières résiduelles, des trucs, astuces avec des petites capsules vidéo, des bonnes actualités à avoir, à télécharger. Et c'est aussi disponible en ligne si on va sur la page Savaou.
Et enfin, si vous avez des questions, nous, on va être à votre service. On a une ligne téléphonique qui est ouverte de 15h à 17h du lundi au vendredi. Et on répond aussi par courriel. Puis, comme l'a mentionné Frédéric tout à l'heure, on est là, par exemple, si vous avez besoin d'accompagnement un peu plus précis à la maison. Parfait. Bon. Merci beaucoup, Romy. Je pense que tu te mérites une petite gorgée d'eau après tout ça, pour toute cette précieuse information. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation, puis de la mise en contexte, et justement un peu de vous présenter ce qui était à votre disposition pour vous aider dans cette transition imminente. Donc, sans plus attendre, en remerciant évidemment tout le monde qui a pu présenter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et simplement, on va essayer de se respecter des tours de parole. Donc, je les prendrai au fur et à mesure des mains levées. Oui, Madame Potvin, je vous cède la parole. Oui, j'ai une question. En fait, c'est une constatation. Les, les, si j'ai bien compris, dans le fond, le sac d'ordures ménagères va diminuer si on fait bien notre recyclage, puis on s'occupe bien de nos résidus alimentaires. Pour les résidus alimentaires, il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui me disent que ils envoient leurs résidus alimentaires à la poubelle parce qu'ils ont lu ou ils ont entendu dire que les sacs qui sont compostables ne sont pas acceptés. Puis, il y a un candidaton qui dit que, dans le fond, de toute façon, la collecte des résidus alimentaires va aux poubelles de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les gens aiment les sacs compostables parce que ils empêchent d'avoir des trucs pas agréables. Tout à fait. Merci Annie pour cette question. Je vais passer la parole à Guillaume c'est bon. Oui. Ouais, Ben, merci Annie, c'est une très bonne question. Il y a plein de choses là-dedans. Les fameux sacs plastiques, oui, on a entendu dans les dernières années beaucoup de choses qui sont des semi-vérités, souvent. En fait, il faut croire au système. Bon, premièrement, en fait, parce que moi, je les vois, en fait, j'ai été responsable de la personne qui s'occupait des appels d'offres pour le traitement de matières organiques. Fait quand les contrats, on les a donnés, j'ai été sur les sites, j'ai vu de mes propres yeux qu'on faisait vraiment du compost avec nos alimentaires. Pour ce qui est des sacs, c'est un enjeu, les sacs, parce que, il y a différentes choses. En fait, disons, si on parle juste des sacs plastiques qui sont certifiés compostables, il y a des organismes, en fait, qui certifient que ces matières-là sont compostables. Ces sacs-là sont compostables. Ces sacs-là sont faits à partir, bien souvent, en fait, c'est des matières organiques. En fait, c'est souvent fait à partir de matières végétales. Et donc, ces sacs-là, normalement, devraient se composter, effectivement, comme une plure de banane, comme des plures de carottes. La difficulté qu'on a avec les sacs plastiques, et c'est pas spécifique à Montréal, là, ça c'est une problématique qu'on retrouve partout dans les pays où on a des systèmes de collecte de matières organiques à la rue, là, les plastiques compostables, c'est toujours difficile à traiter, c'est que le temps de dégradation des plastiques compostables est souvent beaucoup plus long, en fait, que les résidus alimentaires. Et donc, à Montréal, là, en fait, vous l'avez peut-être vu, là, le nouveau centre de traitement de matières organiques qui est ouvert à Saint-Laurent depuis hier. En fait, les matières, ils vivent dans le centre 9 semaines au total. Et donc, c'est très court. L'autre difficulté, puis en fait, pour les sacs plastiques compostables, souvent, c'est beaucoup plus que 9 semaines. L'autre difficulté, c'est que pour les centres de traitement, quand on voit arriver un sac, c'est difficile dans le tas, là, vous pouvez vous imaginer là, que toutes les matières qui embarquent dans le camion, quand c'est déchargé au centre, c'est vraiment difficile de faire la distinction entre un sac qui est compostable, un sac qui est oxo-biodégradable, un sac de plastique conventionnel. Fait que ce qui se passe, c'est que les sacs sont ouverts. En fait, je vous rassure, ce n'est pas des humains qui font ça. Là. Il y a des machines en fait, qui ouvrent les sacs.
la matière est récupérée et les sacs sont, la plupart du temps, triés, en fait, et sont envoyés malheureusement à l'enfouissement. On ne se le cachera pas. Ces sacs-là, pour la plupart du temps, sont envoyés à l'enfouissement. C'est un moindre mal parce qu'on récupère la matière qui est dedans. Et à Montréal, pour Verdun, là, il y a des territoires où les sacs plastiques ne sont pas acceptés, mais pour Verdun, c'est accepté dans la collecte. C'est pas la meilleure solution. Nous, en fait, à la ville, ce qu'on favorise, c'est vraiment le vrac, parce que finalement, bon, on crée aucun déchet. On sait que le vrac, c'est salaud, c'est pas tous les gens qui sont équipés pour laver leur bac à toutes les semaines, c'est correct. Ce qu'on dit, c'est que si vous voulez utiliser un sac, idéalement, ce sera un sac en papier craft, là, papier brun. Ce sac-là, on n'a aucune difficulté à les traiter dans nos infrastructures. Et donc, on sait aussi, par contre, qu'il y a des gens qui aiment moins ce format de sac-là, qui sont un peu plus chers. Et donc, c'est pour ça qu'on tolère, finalement, le sac plastique compostable, parce que on sait très bien que c'est un outil qui est essentiel pour beaucoup de gens pour participer à la collecte des matières organiques. Donc, les gains qu'on fait en acceptant des sacs plastiques qui vont peut-être se retrouver à l'enfouissement, bien, en fait, c'est largement compensé par les quantités de matières organiques qui sont collectées, qui sont transformées et valorisées en compost. Excellent, mais merci Guillaume pour tout ça. Donc vraiment, ne laissez pas les oui dire vous décourager. Votre compost est bel et bien valorisé, emballé, bon, effectivement, dans l'emballage, comme Guillaume le disait, de votre choix et dérouté selon sa nature. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos équipes ce soir? Sinon, évidemment, vous pourrez contacter Nature Action Québec, pardon, en tout temps pour leur faire part des questionnements que vous auriez qui seraient spécifiques vraiment à votre cuisine, à votre organisation, à vos types de déchets, pour justement voir ça. Ils sont là pour ça. Et donc, les coordonnées sont déjà, d'ailleurs, j'irai mettre le lien dans la conversation vers l'article où vous trouvez leurs coordonnées et toute l'information qui a été partagée sur le sujet. Mais vous les trouverez aussi, vous aurez leurs coordonnées dans l'avis qui vous sera envoyé avec la trousse la semaine prochaine en rappel, avec également le calendrier au cas où vous l'auriez égaré. Et donc, c'est ça. Ils sont là à votre disposition. On va laisser une petite minute si un peu le temps que tout ça se brasse, toute cette information, voir s'il y avait d'autres questions. Oui, alors on a une première question de Monsieur Bouaidid. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. En fait, voilà, je suis journaliste à Nouvelle d'ici et c'est ça, j'aurais une question d'ordre très général parce que je suis pas sûr de faire le lien. En quoi est-ce que l'espacement de la collecte réduit le nombre de déchets envoyés à l'enfouissement? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, ben, Guillaume, je te laisse prendre celle-ci également. Oui, ben en fait, c'est assez simple. En fait, c'est que le petit tableau, en fait, le petit graphique que je montrais en début de présentation où je disais que la poubelle est en compétition avec le tri, c'est que les gens ont des réflexes, les gens ont des habitudes. D'avoir une poubelle, en fait, à toutes les semaines, d'avoir un camion de collecte qui vient récupérer les matières, ça n'incite pas les gens à faire un tri de leur matière. En réduisant finalement en fait la fréquence, les gens sont conscients en fait que finalement, ouf, ok, ben on a des matières finalement qui doivent, en fait, qui génèrent des odeurs. Ben si on les envoie dans la bonne voie de collecte, qui elle passe à toutes les semaines, ben on n'aura plus ces nuisances-là. Et puis, en fait, quand on dit que ça réduit, en fait, les quantités d'ordures qui sont envoyées à l'enfouissement, en fait, c'est que c'est pas des ordures ménagères en réalité, c'est que c'est des matières organiques qui se retrouvent dans la collecte des ordures ménagères qui, elles, s'en vont à l'enfouissement. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est vraiment que les gens, en fait,
c'est un peu pour forcer la main aux gens, de dire, de participer à la collecte des matières organiques. Parce que ça fait des années que la Ville de Montréal travaille à faire de la sensibilisation. Il y a des sommes importantes qui ont été, qui ont été dépensées pour l'éducation citoyenne, pour la sensibilisation. Et malgré ça, on a une performance qui est limitée. Là, les derniers sondages démontrent que c'est à peu près le tiers de la population qui participe à la collecte. Sur une base régulière. Donc, il faut trouver des moyens, en fait, pour inciter les gens à mieux trier. Et cette mesure-là, en fait, a fait ses preuves, pas juste à Montréal. En fait, c'est une mesure, en fait, qui fonctionne dans beaucoup de municipalités ailleurs au Québec et ailleurs dans le monde. Et donc, voilà. Puis, en fait, les chiffres qu'on vous a montrés tantôt pour Mercier Schlager et Maisonneuve confirment cette tendance-là pour nous. D'accord, merci pour les précisions. Madame Monroe, vous vouliez ajouter quelque chose? Donc... Oui, ben, peut-être pour donner un dernier argument, c'est une meilleure gestion de nos services. Parce qu'en fait, si on regarde 45% du déchet, presque à la moitié d'un contenant de déchets, c'est en fait des résidus alimentaires. Puis après ça, il y a les matières recyclables. Ben, on n'aurait pas besoin de passer à chaque semaine pour chercher les ordures parce que c'est juste 15%, c'est une infime partie. Alors, idéalement, si on est capable de changer nos habitudes, on va être juste plus efficace. Il n'y aura pas de la pollution de camions qui vont passer dans les rues de Crawford Park. Il n'y aura pas l'école des coquelicots qui va être entourée de camions à poubelle à chaque semaine. Maintenant, ça va être une fois par 2 semaines. C'est un peu pour ajouter à tous les bons points qui ont été énoncés plus tôt. Merci. Merci pour ce complément. Je vais lire une question de Madame Grenier qui a été envoyée dans le clavardage. Quoi faire avec les couches souillées en très grande quantité, avec la notion de CPE, évidemment. On imagine un volume plus important que dans le domicile. Romy? Oui, bonjour, bonsoir Marie-Ève. Merci beaucoup pour votre question. En effet, on comprend que chaque industrie, commerce, institution a ses propres activités, puis parfois ça peut un peu influer sur la taille et le type de déchets produits. Comme dans ma présentation, les couches jetables, elles vont toujours aux ordures ménagères, elles vont pas être acceptées pour les résidus alimentaires, ça va pas fonctionner. Donc, pour ce type-là de déchets, c'est pas vraiment envisageable de changer de type de collecte. C'est sûr que ça dépend un peu de la taille du CPE, de la garderie, en fonction de la quantité produite chaque semaine. Mais on peut envisager aussi d'autres. Par exemple, sur la taille d'une poubelle qui est produite par un CPE, il y a beaucoup de couches, mais peut-être y avoir aussi d'autres matières, par exemple des résidus alimentaires, etc. Donc déjà, on peut regarder aussi quel autre type de tri on peut aller chercher avec ça. Donc ça, on peut venir avec vous, puis en discuter, voir un peu qu'est-ce qui peut être évolué. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est couches lavables, on n'a pas beaucoup, couches jetables, pardon, on n'a pas beaucoup d'alternatives, à part peut-être encourager les parents, les familles et les garderies peut-être à aller un peu plus vers des choses qui sont plus durables, vers la réutilisation des couches lavables par exemple. Ça peut être une solution qui est pas toujours facile. C'est clair que passer au lavabo, etc., c'est pas très facile, mais il y en a plusieurs qui le font, puis ça fonctionne quand même bien. Alors peut-être encourager, ça peut vous aider à réduire. C'est ça. Après, il y a plusieurs autres sites. J'ai vu des articles, il y a des solutions vraiment créatives que j'ai vues à travers la province sur ces sujets-là. Ça va me faire plaisir d'en discuter, par exemple, dans un accompagnement avec vous, d'autres choses qu'on pourrait mettre en place. Merci Romy. Je passerai maintenant la parole à Monsieur Pierre Beaulieu, qui est chef de division aux travaux publics à la voirie. Exact. Donc, responsable de tout ce beau côté-là de l'environnement, des collectes et des équipes qui s'y affairent comme travail. Je veux répondre et faire un petit complément de réponse pour Romy avec Nacturation Québec. Je veux que personne ne s'inquiète concernant ces enjeux-là. Donc, on va vraiment se pencher
sur la question et trouver des solutions ensemble. Et sans que ce soit notre approche première, naturellement, ne pas laisser tomber les gens, ça veut dire aussi que si c'est impossible de faire une collecte aux 2 semaines due au très grand nombre de couches, on va analyser la situation et on va s'ajuster. Ça deviendra du cas par cas. Il ne faut pas passer à côté d'essayer de trouver des solutions. Par contre, s'il n'y en a pas, on n'en inventera pas, on va vous donner le service que vous devez avoir. Alors, soyez pas inquiets de ce côté-là. Je tenais à le souligner. Voilà. Merci, Monsieur Beaulieu. J'espère, Madame Grenier, que ça répond à la question. Et puis, comme Romy le mentionnait aussi, il va y avoir l'opportunité d'un accompagnement vraiment ad hoc pour votre situation en prenant contact, si ce n'est pas déjà fait, avec l'équipe de Nature Action Québec. Voilà, il nous resterait 7 minutes au programme de cette séance. Maintenant, on est déjà dans l'échange, on n'est plus dans l'information. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, commentaires. Voilà, Monsieur Beaulieu, allez-y. Votre micro est éteint. Je tenais tout simplement à remercier les participants, puis aussi les présentateurs, présentatrices. Quelque chose de très complet. Et toute l'information se retrouvera sur nos sites, naturellement. Puis je prendrai une seconde aussi pour remercier les élus, Kayla. Je vois aussi Véronique, d'autres élus sont là. L'important, c'est qu'on fait un pas de plus vers l'environnement, mais aussi, on ne fait pas ça sans accompagnement. On investit beaucoup de temps et d'argent avec Nature Action Québec, entre autres, pour vous accompagner. Et ça sera comme ça parce qu'éventuellement, on fait Crawford, mais il y aura d'autres quartiers aussi, hein? On ne se le cachera pas. C'est une ambition qu'on a et une réglementation qu'on doit respecter tout simplement. Le but de cette rencontre-là et le but de notre implication, c'est justement, comme Kala le mentionnait, qu'il y avait des CPE qui étaient inquiètes et c'est tout à fait normal. Nous autres, on est là pour répondre à ces questions-là. Non seulement on répondra aux questions, mais on posera des actions concrètes aussi pour accompagner les gens et trouver des solutions concrètes. Voilà pour moi. Merci pour votre présence. Pardon. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci. Merci tout le monde. Donc, bon, ça commence à se déconnecter. Je vous remercie aussi encore au nom de tout le monde d'avoir participé ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. S'il n'y a pas d'autres questions, sinon, vous pouvez toujours rejoindre l'équipe de Nature Action Québec aux coordonnées qui sont dans le clavardage, qui vous seront transmises, qui sont déjà en ligne, qui vous seront transmises par courriel une fois l'enregistrement de cette séance mis en ligne. Au nom de tout le monde, merci. Et joyeuse collecte. Bonne soirée. Joyeuse semaine québécoise de la réduction des déchets. Oui, exactement. Merci, Merci. Romy.